Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Un nouveau concept, comme vous l'aurez compris, ce sera un concept très particulier. Pourquoi? Parce que je sortirai une vidéo de ce concept tous les mois. Il y aura donc énormément de vidéos de ce format sur la chaîne au niveau fréquence. Ces vidéos seront beaucoup moins rares que celles des autres concepts, des autres formats. En juin dernier, en Belgique, les cinémas ont réouvert enfin après cette trop longue fermeture à cause de la Covid-19. Ça m'a donc permis d'y retourner et je me suis donc depuis fait pas mal de séances et on va revenir aujourd'hui sur toutes ces séances, sur tous ces films. Il y en a 12 donc entre la réouverture des cinémas jusqu'à fin juillet. Il y a d'autres films que j'irai voir qui sont sortis en juillet mais que j'irai voir en août parce que je suis allé en vacances aussi, je suis parti en vacances en fin juillet, donc j'ai pas pu aller les voir, pardon. Évidemment, ces films seront dans le point ciné numéro 2 qui se concentrera sur le mois d'août. Tout ça pour dire que, par exemple, un point ciné sur le mois de septembre 2021 ne reviendra pas sur les films qui sont sortis en septembre 2021 et se concentrera sur les films que j'aurais été voir en septembre 2021, ce qui ne correspond pas forcément aux sorties parce que des fois je suis pas dispo et je dois aller voir un film plus tard, etc. Bref, on commence avec le premier film. J'ai 12 films à vous présenter aujourd'hui, à critiquer finalement. Pour le premier, j'ai été le voir le jour de la réouverture des salles en Belgique. C'est le film Conjuring 3 sous l'emprise du diable, qui est mine de rien pas mal, on va pas se mentir, on n'est pas sur la qualité des deux premiers, qui eux pour le coup sont vraiment des excellents films d'horreur réalisés par James Wan, qui ici ne revient pas à la réalisation du troisième opus, c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge, mais James Wan produit quand même. On ressent pas forcément l'absence de James Wan à l'écran, ce qui est plutôt cool, mais ça baisse quand même en qualité. Techniquement, il n'y a pas vraiment de défaut, hein, voilà, c'est des très bons effets spéciaux. Au niveau du divertissement aussi, c'est pas mal, on s'ennuie pas vraiment, il n'y a pas vraiment de coup de mou dans le film. Niveau de l'horreur en elle-même, je trouve que le film fait beaucoup moins peur que les deux premiers, qui eux, pour le coup, sont pas les films les plus terrifiants que j'ai vus, mais sont quand même balèzes. Les deux acteurs, Patrick Wilson et Vera Farmiga, sont très bons, reprennent très bien leur rôle. Les autres acteurs sont pas mal aussi. La réalisation du remplaçant de James Wan est assez cool. Ce troisième opus ne fait peur que grâce à ses screamers, ce qui est extrêmement dommage. Les autres Conjuring font peur grâce à leurs screamers et à leur ambiance. L'histoire est pas incompréhensible, mais je trouve qu'elle l'est de plus en plus au fur et à mesure où le film avance. Elle reste divertissante et tout, mais voilà, je trouve qu'il y a certains détails qui sont pas trop bien expliqués, on s'y perd un peu et tout. Bref, un film que j'ai trouvé sympa, pas extraordinaire, moins bien que les deux premiers, mais quand même cool. Il est encore au cinéma, donc si vous voulez aller le voir, honnêtement, je vous le conseillerais dans l'ensemble, mais vous attendez pas à un chef-d'œuvre et ne vous attendez surtout pas à la même qualité que les autres films de la saga. On passe à un autre film d'un tout autre style que j'ai été voir pour une vidéo. C'est vrai que sans cette vidéo, je serais quand même sans doute allé le voir parce qu'au moment où les cinémas ont réouvert, il n'y avait pas énormément de films à l'affiche. Et il y figurait, donc c'était quand même assez cool. Et c'est un film que j'ai trouvé excellent, c'est le film français Adieu les cons. J'en ai déjà parlé de ce film sur la chaîne, sur ma filmographie de réalisateur sur Albert Dupontel. N'hésitez pas à aller la voir après. Pour moi, je vous spoil la vidéo, c'est mon film préféré d'Albert Dupontel. Pour moi, c'est son meilleur. Voilà, Au revoir là-haut, j'aime beaucoup aussi, mais Adieu les cons. Et c'est juste une poésie, mais inégalable dans le cinéma français, et je n'ai jamais vu ça. La mise en scène d'Albert Dupontel, elle est juste extraordinaire, peut-être sa meilleure. Il y a plusieurs plans, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le sujet, qui restent en tête, le plan sur l'escalier, le plan sur les têtes avec le téléphone. Bref, une mise en scène extraordinaire. Les musiques, elles sont marquantes à mort, notamment la musique principale qui revient assez régulièrement dans le film, qui est juste super belle. Les acteurs, j'en parle même pas, ils sont tous absolument parfaits. Dupontel évidemment comme d'hab, Virginie Efira très bonne aussi, Nicolas Marié magistral, il a gagné un César d'ailleurs, pour l'occasion, il le mérite entièrement. D'ailleurs parlons César, le film en a gagné 7, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un rôle secondaire, et plein d'autres, je vous mets la liste ici. C'est monstrueux, il les mérite absolument tous. C'est évidemment le film français de l'année et un des films de l'année pour moi, un de mes films préférés de cette année, un de mes coups de cœur, avec des personnages joués en couleur, une direction artistique extraordinaire, une magnifique photographie, un scénario parfait, très beau, très touchant, qui mélange plein de trucs, de l'humour, de l'émotion, du divertissement, des belles thématiques et tout, la famille, la persévérance, l'amitié, la rencontre, tout ça. Enfin bref, c'est un film
qui est juste génial. Il y a certaines facilités scénaristiques, certains petits défauts au niveau de l'écriture, mais bon, ça, franchement, on peut facilement passer à côté, parce que le film est juste spectaculaire, super beau. Bref, il faut que vous alliez voir ce film. Je pense qu'il n'est plus en salle, ou alors c'est peut-être les dernières séances, vraiment les dernières des dernières. En tout cas, il faut que vous voyez ce film, il est juste parfait. Ensuite, on passe à un film qui m'a un peu moins émerveillé. Je suis plus sceptique, j'ai pas détesté le film, mais je suis plus sceptique. Encore une fois, je parle du film Drunk, ou Another Round, je pense, en VO. Non, pas en VO. En VO, c'est Druk, et en version anglaise, c'est Another Round, je pense, et en version française, c'est Drunk. Bref, un film qui, clairement, fait l'apologie de l'alcool. C'était une de mes craintes avant d'aller voir le film. Je me suis dit quand même, Oscar du meilleur film étranger, César du meilleur film étranger, nomination à l'Oscar de la meilleure réalisation. Bref, je pense qu'on n'est pas sur n'importe quoi. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. D'un point de vue technique, d'un point de vue des acteurs, de la DA, de la réalisation, etc., il n'y a pas grand chose à dire. C'est un film qui est très bon, qui est très beau visuellement, au niveau des musiques, au niveau de la réalisation. Encore une fois, Thomas Winterberg, c'est pas n'importe qui. Voilà, il a quand même été nominé à l'Oscar du meilleur réalisateur, donc quand même, on va pas... voilà, je vais pas contredire l'Académie, mais d'un point de vue éthique, scénaristique, moral, je trouve qu'on est presque au point mort en fait. 4 potes ou 5 potes, je sais plus, voient sur le web ou un truc ainsi une thèse d'un scientifique qui dirait qu'on n'a pas assez, que notre taux d'alcool dans le sang n'est pas assez élevé dans notre vie quotidienne et du coup il faudrait l'augmenter en buvant régulièrement pour mieux travailler, pour être plus heureux, etc. etc. C'est nul comme idée, c'est juste nul. Les méfaits de l'alcool sont trop peu montrés dans le film. Il y a peut-être une ou deux scènes qui te montrent que oui mais bon, quand t'es bourré, tu peux quand même être violent et ça peut quand même nuire à ta santé. Il y a peut-être une ou deux scènes maximum. Toutes les autres scènes avec l'alcool, ça rend heureux, ça rend joyeux, c'est génial et tout. Mais non, c'est nul comme idée, c'est pas bien. Personnellement, j'ai déjà fait les frais des problèmes d'alcool. Pas pour moi, hein, j'ai jamais bu. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et il faut faire un film qui fait l'apologie de l'alcool comme ça, je trouve ça vraiment con et vraiment maladroit. Le film en soi n'est pas mauvais, mais il n'aurait jamais dû sortir et je ne comprends pas une seule seconde comment il a pu gagner l'Oscar du meilleur film étranger, le César du meilleur film étranger. Comment est-ce qu'on peut sélectionner dans des cérémonies aussi prestigieuses et aussi importantes ce genre de film en fait. On va pas passer un très mauvais moment devant, mais merde, les gars, réveillez-vous, l'alcool c'est pas ça. Si vous regardez ce film, essayez d'avoir un minimum d'esprit critique et ne vous faites pas berner par ce genre de conneries en fait. Et pourtant, Thomas Winterberg, ça a l'air d'être quelqu'un de sérieux, ça a l'air d'être un bon metteur en scène. Mads Mikkelsen, c'est pas n'importe qui, je pense qu'il choisit quand même bien ses rôles, c'est un superbe acteur. Mais je sais pas, là il y a eu une grosse couille dans le pâté, je sais pas ce qui s'est passé, mais faut vite oublier ça. Bref, on change encore une fois de style, on va aller du côté de chez Disney pour un film qui est encore au cinéma, je pense à l'heure actuelle, un remake live, pas d'un de leurs films, un remake, une sorte de spin-off en fait, comme ils font assez souvent. Je parle évidemment du film Cruella, qui est génial. J'ai été le premier surpris, comme nous tous je pense qu'on s'attendait tous à un film pas forcément fou, pas forcément mémorable, un Disney quoi, oui, c'est sympa, c'est divertissant, mais passons, surtout que c'est un remake live, donc artistiquement, il y a mieux. Et ben là, on s'est tous rétamés, on s'est tous gourés en ayant ces pensées sur le film, parce que on s'est tous pris une claque, je pense, enfin, moi personnellement, je me suis pris une claque. C'est Craig Gillespie qui réalise le film, vous le connaissez peut-être, il a réalisé le film Moi, Tonya, pas forcément le même style de réalisation, mais le même style de film, sur une meuf un peu déjantée qui est pas du tout parfaite mais à qui on s'attache. Là en l'occurrence Cruella d'Enfer, la fameuse méchante des 101 Dalmatiens. On découvre son passé, on découvre comment elle est devenue méchante pour possiblement des suites. Aucun coup de mou, rythme parfait, 2h20 de film, c'est quand même balèze et pourtant on s'ennuie pas du tout. Photographie, travail des lumières, costumes, décors, tout est parfait, c'est super agréable à regarder. À part les chiens en VFX qui eux sont pas terrible, on va pas se mentir. Malheureusement, les personnages n'ont absolument aucune crédibilité. La baronne, jouée par la formidable Emma Thompson,
Non, on n'y croit pas une seule seconde. Beaucoup trop faussement charismatique, beaucoup trop cliché, beaucoup trop... beaucoup trop charmante. Et du coup, ça passe pas. Et pour la fin, le parachute. Même facilité scénaristique que pour Pirates des Caraïbes 3, il va falloir arrêter avec les parachutes les gars parce que sinon ça ne marche pas. La fin est un peu décevante, pas la fin, le dénouement de l'intrigue est décevant. Après la fin du film est cool, il y aura forcément une suite, je pense qu'elle est déjà officialisée d'ailleurs. J'ai très hâte de voir ça. Bref, je vous conseille absolument ce film, il sera bientôt disponible gratuitement sur Disney+. Donc n'hésitez pas quand ce sera le cas à le regarder parce que franchement... vous manquerez un truc si vous ne le regardez pas. On passe à un film que j'attends depuis pas mal de temps, car il vient d'un réalisateur que j'aime beaucoup, Guy Ritchie, avec un acteur principal que j'adore, évidemment Jason Statham. Je parle du film Un homme en colère. Ce genre de film est tellement rare. Je parle pas des films d'action, je parle des films qui inventent et qui sont marquants, même si leur scénario et leur genre n'est pas forcément original et même si on les a déjà vus des centaines et des centaines de fois dans d'autres films. Là en l'occurrence c'est un film d'action relativement basique, j'ai envie de dire, voilà, un mec qui perd son fils et qui décide de se venger en intégrant la police, en fait mine de rien, c'est pas vraiment la police mais vous m'avez compris, qui est balèze de ouf au tir, qui ne rate jamais sa cible, qui est extrêmement précis. Sur ce coup là il n'y a pas énormément de choses d'original, je veux dire c'est un film d'action quoi. Sauf que Guy Ritchie, plus Jason Statham, ça fait un truc qui te marque et que tu n'as jamais vu. Une dramaturgie de fou, avec des musiques assez sombres, mine de rien, qui mettent parfaitement en valeur le charisme du personnage principal déjà, et surtout son côté vengeur en fait, il est pas là pour rigoler. Hein, et le film est vraiment dark. C'est tellement mis en scène de façon dramatique et cruelle, que ça en devient vraiment marquant quoi. La réalisation de Guy Ritchie est parfaite, c'est du héritage je pense, donc on voit le sang, on voit tout, et c'est juste parfait pour ce genre de film parce que les scènes d'action il y en a énormément et elles sont toutes balèzes, elles sont toutes sans pitié, donc forcément si on voit pas de sang c'est un peu nul. Jason Statham parfait, Scott Eastwood parfait, tous les autres acteurs également. Histoire extrêmement divertissante, très bien rythmée, il y a quelques coups de mou mais bien rythmé dans l'ensemble, on s'ennuie pas vraiment beaucoup. Malheureusement, narration très bordélique, il raconte dans le désordre, il raconte ça, puis il revient en arrière, puis il revient en avant, puis non, il a oublié un truc, donc il repart là, et c'est le bordel, on comprend pas tout, perso j'ai pas tout compris. Et le personnage principal, donc Ash, joué par Jason Statham, n'est pas assez présent dans le film. On s'intéresse beaucoup à d'autres personnages secondaires qui sont pas spécialement importants, enfin si, qui sont importants dans l'histoire, mais ça, enfin voilà, on se consacre beaucoup trop à eux et pas assez sur Ash, même si c'est le personnage principal et que c'est celui qui a le plus grand temps d'écran, heureusement. Je trouve qu'on aurait dû le voir davantage et c'est un peu dommage, mais pour le reste, franchement c'est un très bon film d'action, je vous le conseille. C'est du Guy Ritchie, c'est du Jason Statham, mais franchement, je l'ai trouvé surprenant. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à beaucoup moins original en fait, beaucoup plus basique, beaucoup moins marquant. Et non, franchement, je me suis trompé, il faut voir ce film. Voilà. Parlons maintenant d'un film que j'ai hésité à aller voir. Je me suis dit, à chaque fois que j'allais au cinéma, je voyais l'affiche et je me disais, oh, il y a Benedict Cumberbatch, pourquoi pas. Mais après, je me disais, oh non, c'est toujours la même chose, ce genre de film et tout. Mais au final, j'ai craqué pour aller voir le film Un espion ordinaire, avec du coup Benedict Cumberbatch dans le rôle principal, qui joue le rôle d'un agent, non, pas d'un agent, d'un sorte de comptable britannique qui se fait engager par le MI6 pour espionner l'URSS. C'est une histoire vraie. Et c'est passionnant, c'est extrêmement instructif, en plus d'être divertissant. Benedict Cumberbatch, c'est un des meilleurs acteurs de l'histoire, évidemment, peut-être le meilleur acteur britannique à l'heure actuelle, et il est absolument parfait dans son rôle, très impressionnant dans certaines scènes où il fond en larmes, où il s'énerve sur les soviétiques. Je vais pas spoiler, mais ceux qui ont vu le film auront compris. Non, il est vraiment impressionnant. Comme d'habitude, vous allez me dire, mais voilà, perso, je préfère largement Cumberbatch dans ce genre de rôle. C'est un film qui dénonce les systèmes politiques d'avant, dans les années 60. Donc c'est instructif, je trouve, on y apprend beaucoup de choses. Mais c'est peut-être subjectif, beaucoup plus subjectif encore. Je pense que le film dénonce aussi certains systèmes politiques actuels via les systèmes politiques d'avant, qui ne sont pas spécialement différents. Peut-être que le film
veut dénoncer le système russe, hein, qui est encore une dictature même si elle est beaucoup moins assumée, ou des personnages dangereux comme Donald Trump. Il y a un personnage, j'ai oublié son nom, qui est soviétique dans le film et qui est visiblement une sorte de projection de Donald Trump. Hein, donc c'est vrai que c'est assez intéressant, je trouve. C'est un dramaturge qui se charge de la réalisation du film. Réalisation très cool, très intéressante. Il y a certains plans qui sont cool. Il y a un travelling au début du film sur des soldats soviétiques qui est assez beau, assez esthétique. La musique principale du film, elle est très belle, elle est très cool, elle rentre en tête, mais beaucoup trop, parce qu'en fait, elle revient tout le long du film et ça casse les couilles. Si vous ne vous y connaissez pas trop en politique, comme c'est mon cas, vous n'allez peut-être pas tout comprendre, et ça c'est aussi peut-être un défaut du film. C'est peut-être pas un film qui est destiné à tout le monde, même si j'ai vraiment adoré le film, et même si j'ai compris peut-être 75-80% du film, il y a quand même des trucs que j'ai pas compris. Il y a certaines scènes qui prennent une dramaturgie sans que je comprenne vraiment pourquoi. Ça c'est peut-être un défaut, mais enfin un défaut pas vraiment, parce que je peux pas lui en vouloir le film de faire ça. C'est... Bref, pour résumer, très bon film, n'hésitez pas à aller le voir s'il est encore au cinéma, je pense pas qu'il y soit encore. Parce que même moi quand j'ai été le voir, c'était les dernières séances. Non franchement, il faut voir ce film. Voilà, tout simplement. C'est très très bon film. On change encore de style avec un film que j'attends depuis bien plus longtemps que tous les autres présents dans cette liste aujourd'hui. Un film dont la bande-annonce est sortie il y a 1 an et demi maintenant. Je me souviens encore du jour où j'ai regardé la bande-annonce pour la première fois, le jour où elle était sortie, en me disant putain dans quelques mois je vais voir le film, sauf que j'ai dû attendre 1 an et demi à cause de ce fils de chien de Covid. Je parle évidemment du nouveau film du Marvel Cinematic Universe, Black Widow, qui n'a pas vraiment fait l'unanimité, mais que j'ai trouvé, comme toujours chez Marvel, très cool. Le film très intéressant, je trouve, qui a été réalisé par une femme, et ça se voit, honnêtement. Je trouve que les femmes au cinéma n'ont pas spécialement le même sens artistique que les hommes. Elles n'ont pas un sens artistique moins développé ou plus développé, c'est juste un sens différent. Et je trouve que la réalisation colle parfaitement avec la plupart des personnages, qui sont tous interprétés par des très bons acteurs. Bon, Scarlett Johansson évidemment, bon, est-ce que cette femme a déjà mal joué dans sa vie? Oui, dans Don John, mais à part ça, non. Florence Pugh, je suis pas fan d'elle, mais elle est pas mauvaise. Ça me fait un peu chier que ce soit elle qui remplace Scarlett Johansson, parce que franchement, elle fait pas le poids, mais bon. Bref, Rachel Weisz et David Harbour, par contre, eux, très cool, très bon, un couple insolite, mais qui marche tellement bien. Rien de surprenant, c'est un Marvel, mais film extrêmement divertissant, histoire cool, très bien rythmé. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Tous les films de super-héros, ou presque, sont comme ça. Tous les films du Marvel Cinematic Universe sont comme ça. Le film ne crée pas grand-chose, mais c'est pas trop ce qu'on lui demande, donc c'est pas un défaut. Il se démarque quand même un peu des autres films du MCU. Je saurais pas vraiment dire pourquoi, peut-être parce que ça se déroule dans un autre pays, que tu découvres d'autres cultures. De temps en temps, il y a Natasha et Yelena qui parlent en russe. Donc là aussi, ça te fait un peu sortir de la zone de confort de Marvel. Honnêtement, un film sur Black Widow, on aurait pu s'en passer. C'est un personnage relativement secondaire dans les films Avengers. Mais son passé est assez intéressant, bien approfondi. Encore une fois, c'était pas forcément indispensable de nous le montrer, mais c'est cool, c'est sympa, pourquoi pas, franchement c'est sympa. Et l'actrice qui joue Natasha quand elle était jeune, je me souviens plus de son nom, mais c'est la fille de Mia Jovovich, ça se voit, parce qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elle est extraordinaire. Effet visuel très cool, très sympa, pas vraiment de défaut. Les décors numériques, par exemple, sont très sympas. La prison d'Alexei en Russie, je crois. Et waouh, de l'extérieur, l'intérieur c'est pourri, mais de l'extérieur c'est impressionnant. À la scène de l'avalanche, quand même ça claque. La BO est sympa, il y a Smells Like Teen Spirit qui retentit au générique de début, mais qui est chanté par des femmes et qui est remixé beaucoup moins rock. Et ça donne un résultat parfait. C'est une excellente musique déjà dans la version originale de Nirvana, mais remixé comme ça, chanté par des femmes, c'est sublime. Gros défaut au film, les personnages, il est absolument impossible, pour moi en tout cas, de s'y attacher. À part Natasha évidemment qu'on connaît depuis 2010, depuis Iron Man 2 évidemment, elle on s'y est attaché depuis très longtemps, donc c'est pas un problème. Pour les autres, c'est plus compliqué. En fait, le film repose essentiellement sur l'humour pour qu'on s'attache aux personnages, notamment de Yelena avec la fameuse posture, d'Alexei avec toutes ses répliques, ou même de la mère. C'est impossible de s'attacher à eux pleinement parce que c'est pas des gens bien,
ce sont des criminels, c'est ça qu'il faut pas oublier. Pour Natasha, c'est différent parce qu'elle a rejoint les Avengers, elle a changé, etc. Les autres, ils ont pas changé. Red Guardian, c'est pas un super-héros, c'est plus un méchant qu'autre chose. Perso, je me suis pas du tout attaché au personnage, ni de Yelena, ni de Melina, ni de Alexei, ni de n'importe quel autre. Juste Natasha parce qu'on la connaît déjà. Les scènes de course-poursuite sont pas vraiment crédibles, il y a un nombre de fois incalculable où Natasha et Yelena ont dû crever, ou au moins se blesser, et où elles n'ont jamais rien. Vous allez me dire, oui mais c'est du Marvel, oui mais non. Jamais j'ai vu ça chez Marvel, ils restaient dans des trucs plus ou moins pas rationnels, mais auxquels tu crois. Je veux dire, si un super-héros doit se blesser à un moment, eh bien il va se blesser. Là, ici, non. Ils veulent pas se blesser apparemment, c'est trop demandé. Mais dans l'ensemble, un bon film du MCU, pas l'un des meilleurs, mais pas l'un des pires. Il est un peu au milieu, je trouve, dans la moyenne. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, même si je pense que vous l'avez déjà vu, parce que c'est un des films qu'on attend le plus depuis pas mal de temps maintenant. Et non, j'ai bien aimé. Ensuite, on passe à la suite d'un film qui a très bien marché et qui est très bon, réalisé par le même gars, avec les mêmes acteurs. Une suite directe qu'on attend depuis depuis quelques années, depuis 2 ans, peut-être 3 ans. Évidemment, je parle de Sans un bruit 2. J'aime beaucoup le premier film, honnêtement, ça invente quelque chose, c'est très original, c'est très divertissant, ça fait très peur, ça met mal à l'aise et tout. Bref, c'est très efficace dans ce que ça veut faire. Très bons acteurs, très bonne réalisation, John Krasinski excellent, mais Emily Blunt aussi, bref, les enfants aussi. Pour Sans un bruit 2, bah, c'est plus ou moins pareil. Je trouve que le film fait encore plus peur que le premier. Il y a certaines scènes où tu te dis vraiment, ok, là il y a un truc qui se passe et c'est très stressant. La relation entre Marcus et Regan, donc les deux frères, qui sont tous les deux joués par des acteurs extraordinaires, la relation évolue parfaitement. Le nouveau personnage joué par Cillian Murphy est très attachant aussi. Il a son utilité dans l'histoire, il n'est pas là juste parce que Cillian Murphy avait envie de faire la suite. En plus, son personnage est introduit dans la première scène qui, au premier abord, ne sert à rien. C'est une scène préquelle qui montre les aliens qui arrivent sur la Terre. Donc avant le premier film, la scène ne sert à rien à part à introduire ce fameux personnage qui revient dans le présent, j'ai envie de dire. Il y a aussi Djimon Hounsou qui est là, j'adore cet acteur, il a joué dans énormément de films que j'aime beaucoup. Il est là 15 minutes. Voilà. Autre chose que j'ai trouvé un peu dommage, le film fonctionne avec exactement les mêmes codes, les mêmes techniques, les mêmes mécaniques que le premier film. Et la suite devient plus prévisible. Si la saga se termine sur un 3e film, pourquoi pas faire une trilogie. Il faudrait peut-être essayer de changer certains trucs pour que ça soit moins prévisible, parce que on sait comment les scènes vont se terminer, on sait qu'elles vont bien se terminer, on sait quel personnage ne va pas mourir, on sait quel personnage risque de mourir, etc. Bref, mais dans l'ensemble, très bon film d'horreur. Je préfère le film là au premier, je sais pas vraiment pourquoi. Non, franchement, n'hésitez pas à aller le voir. Très sympa, très divertissant, très cool. Ensuite, un film qui est sorti en salle quand j'étais en vacances. Je suis revenu hier, hein, mais que j'ai été voir en avant-première au Festival international du film de Mons. Donc il est sorti le 28 juillet, j'ai été voir le 16 je pense. C'était une soirée vraiment sympa, il y avait Jean-Pierre Améry et Jules Lefebvre qui étaient là en plus, c'était très cool. Évidemment, je parle du film Profession du Père, qui est réalisé par Jean-Pierre Améry et qui est un très bon réalisateur lyonnais, qui est quelqu'un de très sympa en plus. Ce film est une adaptation du roman éponyme qui est sorti en 2015, et je trouve l'histoire géniale. L'histoire se concentre essentiellement sur les personnages, sur leurs relations, sur l'évolution de leurs relations, et mélange plusieurs trucs qui ne vont, dans la plupart des cas, pas ensemble et qui ici vont bien ensemble. Le personnage de Mona Poulvord, comme la plupart de ces personnages, sont extrêmement détestables mais extrêmement drôles. Le personnage de Jules Lefebvre, lui, est crédule, mais c'est juste pathétique, mais c'est le but du film. Mais en même temps, il est très attachant, très sensible. Les deux acteurs sont d'ailleurs très très bons. Mona Poulvord, évidemment, bon, il reste dans sa zone de confort, j'ai envie de dire. C'est le genre de personnage qu'il joue dans pratiquement tous ses films, mais il reste très bon. Et ça reste du Mona Poulvord, c'est très sympa à voir. Et Jules Lefebvre, très bon acteur, pas performance de ouf, mais il n'est pas expérimenté. Je trouve qu'il joue très très bien son rôle. C'est quand même pas un rôle facile à jouer, surtout quand tu es devant Mona Poulvord qui te hurle dessus. Non seulement tu dois bien jouer, mais en plus tu dois essayer de pas craquer, parce que ça doit quand même être compliqué. C'est un acteur belge en plus, je pense, et quand il était là avant la projection, il racontait un peu comment le tournage s'était passé et tout.
Et je pense honnêtement que, bon, déjà quand tu travailles avec Jean-Pierre Améry, quand tu as 11-12 ans, et Benoît Poelvoort, je pense que t'es bien parti, si tu fais pas de conneries, pour avoir une petite carrière pas trop dégueulasse. Le film parle aussi beaucoup des colonisations de l'Algérie, des pieds noirs, etc. Perso, je m'y connais pas énormément là-dedans, donc c'est vrai que j'ai pas tout compris en voyant le film, et j'ai dû me renseigner après. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que le film, qui est pas extrêmement long, aurait pu peut-être apporter quelques explications, quelques détails sur ces fameuses colonisation pour peut-être qu'on s'y retrouve un peu plus pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop. Le scénario n'est d'ailleurs pas trop très complet dans certains endroits. Il y a certains moments où tu as envie d'avoir une réponse à une question et tu l'as pas, tout simplement. Mais film excellent, je vous le conseille, il vient de sortir au cinéma, n'hésitez pas à aller le voir. En plus, je pense que pas beaucoup de gens vont aller le voir, donc n'hésitez pas à aller le voir et si vous avez aimé, à le conseiller à vos amis parce que je trouve que le film le mérite franchement. On poursuit de nouveau avec une suite de films, un film qui lui n'est pas sorti en 2018 mais en 1996 pardon, donc il y a 25 ans, ce qui remonte quand même. C'est pas vraiment une suite, c'est plus un remake qu'une suite et les gens n'ont pas du tout aimé ça. Alors que moi oui. Je parle du film Space Jam Nouvelle Ère, qui est du coup la suite remake du premier film sorti en 96 avec Michael Jordan et les Looney Tunes. Ici c'est pareil, sauf que ce n'est pas Michael Jordan qui reprend son rôle, c'est LeBron James. J'ai trouvé le film très cool, très divertissant, très sympa pour les enfants. Je pense que ça doit être terriblement efficace. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de facilité scénaristique dans ce deuxième opus que dans le premier. Dans le premier, voilà, le monde des thunes c'était dans le sol. Tu te disais oui mais bon c'est pas vraiment logique. Ici c'est pas du tout dans le sol, c'est dans un serveur de PC, donc c'est déjà plus pas crédible, mais c'est déjà moins ridicule, j'ai envie de dire, et t'y crois déjà plus. LeBron James n'est pas un acteur, donc évidemment son jeu n'est pas parfait, mais je trouve qu'il se débrouille très bien, comme Michael Jordan se débrouillait très bien il y a 25 ans. Il y a aussi Don Cheadle dans ce film quand même, qui joue le grand méchant. J'aime beaucoup cet acteur, assez charismatique je trouve, et il joue assez bien son rôle ici. Niveau des effets visuels, il n'y a rien à dire. Je veux dire, c'est parfait. En revanche, un truc qui m'a énormément gêné, et ce qu'ils n'avaient pas fait dans le premier Space Jam, ce qu'ils font ici, et ce que je trouve terriblement dommage, c'est que le film joue en grosse partie sur la quasi-totalité de ses licences, des licences de Warner, pour attirer le spectateur et pour qu'il se fasse pas trop chier. Par exemple, Daffy Duck est dans le monde de Batman, Lola Bunny dans le monde de Wonder Woman, etc., etc. Quand le match commence, il y a plein de spectateurs qui viennent, et ce sont des spectateurs qui viennent des licences Warner. T'as des personnages de Batman, des personnages de Matrix, des personnages de plein d'univers comme ça. Il y a King Kong aussi qui arrive. Enfin bref, c'est trop. Il y a trop de références. Moi j'aime beaucoup les références parce que je suis cinéphile et que j'ai pas mal d'expériences cinématographiques. Donc quand il y a une référence qui arrive, je la saisis presque tout le temps dans tel ou tel film. Mais là, il y en a trop en fait. Et je veux dire, le film ne joue presque que sur ça. Au lieu de s'intéresser et de bien mettre en valeur le match de basket entre les Looney Tunes et leurs adversaires, ben non, il se concentre plus. Le film se concentre pas sur les spectateurs, mais tu vois clairement que par exemple le fait que le pingouin soit à côté de Don Cheadle dans le match, c'est pas anodin. Il y a beaucoup de plans sur Don Cheadle, par conséquent beaucoup de plans sur le pingouin. Et comme les gens aiment bien Batman et comme les gens aiment bien le pingouin, ben forcément à tous les plans ils sont en mode oh il y a le pingouin, et du coup inconsciemment ils aiment bien le film. Et c'est comme ça avec beaucoup d'autres univers, beaucoup d'autres personnages à d'autres moments du film, et je trouve ça un peu dommage. Pour le reste, c'est un film très divertissant, visuellement très abouti. Pour les gosses, je pense que ça doit être vraiment très cool. Bref, un bon film. On passe maintenant à un film que les gens attendent depuis 2009, depuis 12 ans maintenant. Personnellement, je l'attends depuis bien moins longtemps, mais les fans de Kaamelott attendent ce film depuis la fin de la série. Évidemment, je parle du film Kaamelott premier volet. Film pas parfait, on va pas se mentir, mais terriblement efficace. Je l'attendais depuis pas mal de temps quand même, parce que j'aime beaucoup la série Kaamelott. Je l'ai découverte évidemment beaucoup plus tard que la plupart des gens, parce que je suis beaucoup plus jeune. J'aime beaucoup la série, et vu la fin de la série, j'attendais avec impatience ce film. Et j'ai pas été déçu du tout. Les personnages de la série qui reviennent dans le film, donc pratiquement tous, n'ont pas changé, sont toujours aussi attachants et cool. Voilà, que ce soit Arthur, Perceval, Caradoc, Guenièvre, Léodagan, même Lancelot est toujours aussi casse-couille. Perceval est toujours aussi drôle. Enfin bref, les personnages, c'est les mêmes que dans la série, donc forcément il n'y a pas vraiment de risque là-dessus.
mais c'est trop cool de les revoir et qu'ils n'aient pas changé en autant de temps et que les acteurs les reprennent le rôle avec autant de... Comme s'ils avaient joué ce rôle hier, quoi, alors que ça fait 12 ans qu'ils n'ont plus joué et pourtant ça se voit pas du tout et ça c'est juste trop cool. Alexandre Astier est fidèle à lui-même, à la série, aux fans de Kaamelott en faisant ce film. On est dans la parfaite continuité de la série, en restant dans les mêmes codes, dans les mêmes thématiques, dans le même humour, dans le même pastiche, tout en imposant son nouvel univers, entre guillemets, pour les 2 prochains films qui arrivent, et je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du fanservice, parce qu'il y a pas mal de choses qui changent par rapport à la série. Il y a beaucoup plus de budget, il y a des nouveaux trucs qui arrivent, des effets spéciaux aussi par exemple, et des nouveaux personnages et tout, donc c'est pas du fanservice, mais en même temps, les fans de Kaamelott adoreront ce film. D'ailleurs, ils ont adoré ce film. Le film est un succès colossal. Donc Alexandre Astier arrive à faire 2 choses en même temps en faisant ce film et je trouve ça extraordinaire. Au niveau du sérieux aussi, c'est juste incroyable pour un film français, avoir une direction artistique aussi aboutie, un budget aussi bien géré, des aussi bons effets spéciaux, même si ça révolutionne rien, mais il n'y en a pas énormément d'ailleurs, mais les effets spéciaux sont très bons, mine de rien. Non, franchement, le film est très bien fait, techniquement, visuellement. Quelque chose qui a quand même attiré mon attention et qui m'a déçu, c'est que tout ce qui se passe dans le film aurait pu se faire en 30 minutes. Arthur qui revient, qui retrouve ses potes et qui combat Lancelot. Et ça met 2 heures, 2h10 à se faire. Alors le film n'est pas du tout trop long, hein. Le film est très bien rythmé, on s'ennuie pas du tout, c'est très drôle et tout. Mais je trouve ça dommage de se contenter avec une pré-production d'environ 10-11 ans. Je trouve ça... Ouais non, allez, 10 ans. Je trouve ça dommage vraiment de se contenter d'une introduction en fait. Au moins l'introduction est très bien faite pour les deux prochains films qui arrivent. On a les bases, on sait à quoi s'attendre, l'univers est bien posé, les saxons, les nouveaux trucs, le passé d'Arthur, tout ça. Mais je trouve ça quand même bête. Je ne saurais pas expliquer. Mais voilà, le mec ça fait 10 ans qu'il prépare son film, mais en 10 ans il a écrit que ça. Je sais pas. Sur ce coup-là, je suis un peu plus sceptique, je reste un peu sur ma faim, mais j'ai quand même adoré le film, j'ai trouvé ça très drôle, ça m'a pas déçu, et pourtant le film on l'attend depuis 12 ans et ça n'a déçu presque personne. Et ça c'est quand même un lourd pari, parce que plus le film met du temps à venir, plus les gens ont des attentes, et plus les gens ont des attentes, plus ils sont exigeants, et plus le film risque de décevoir, et le film n'a pas déçu. Ça montre vraiment la qualité du film, et je trouve ça génial et grand respect à Alexandre Astier. On passe maintenant au dernier film que j'ai été voir juste avant de partir en vacances. Un film totalement différent. Le film tiré d'une histoire vraie, d'une histoire incroyable. Le film Désigné coupable, qui se concentre sur l'incroyable histoire de Mohamedou Slahi, qui est un Mauritanien capturé et emprisonné. Car on pensait que c'était lui qui avait organisé les attentats du 11 septembre, ce qui était complètement faux, il n'avait aucun lien avec les attentats, et il a été mis en prison pendant plusieurs années, je crois pendant en tout une quinzaine d'années. Il est sorti en 2016, et c'est incroyable. L'histoire est extrêmement intéressante, captivante, très bien racontée, avec pas mal de détails et on s'y retrouve assez facilement. Quand le film se déroule en flashback, le film passe de 35 à 4 tiers si je ne m'abuse. Du coup ça te permet de savoir si c'est un flashback ou si c'est dans le présent, ce qui est une technique assez simpliste de mettre en scène ton film, mais c'est quand même efficace. Tu te dis, tu sais vraiment quand est-ce que c'est en flashback et quand est-ce que c'est dans le présent. Et ça c'est plutôt cool. La mise en scène est excellente, l'histoire en elle-même, le scénario très bien écrit. On nous parle de la vie de Mohamedou, plus de la relation avec ses avocates, plus de la relation entre ces 2 avocates, plus de son jugement, plus de la torture qu'il a endurée. Désolé pour la lumière, c'est dégueulasse. Enfin bref, on raconte beaucoup de choses. Les acteurs sont parfaits évidemment. C'est Tahar Rahim qui joue le personnage principal. C'est un acteur français qui a gagné un César il y a quelques années, qui est extraordinaire. Il tient le film à la perfection, son jeu est juste parfait. Il y a Jodie Foster aussi, qui est très bonne aussi, mais bon, un peu moins... Son jeu m'a un peu moins convaincu, mais elle reste très bonne actrice. Sans oublier Benedict Cumberbatch, qui est visiblement très actif en ce moment au cinéma. Comme Poulvord, comme Ryan Reynolds.
lui aussi très bon. Il y a aussi Shailene Woodley, je crois. J'ai trouvé le film un peu trop long dans la salle. Au bout d'un moment, je me suis dit, putain, j'ai l'impression que ça fait 3 heures que je suis ici. Alors que l'histoire est captivante et ce qui est raconté est super intéressant, mais j'ai trouvé ça très long. Ça passe pas vite du tout, le film dure 2h10 et les 2h10 se ressentent, malheureusement. On ne sait absolument rien, désolé pour la lumière, c'est vraiment horrible. On ne sait rien des personnages secondaires, donc celui de Jodie Foster, de Benedict Cumberbatch, de Shailene Woodley. On ne sait rien d'eux et du coup on s'attache pas vraiment à eux, on s'attache que à Mohamedou, heureusement parce que c'est quand même le personnage principal. Mais voilà, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas un peu plus approfondi, pas forcément le passé, mais au moins la vie de quelques personnages secondaires, au moins Nancy, jouée par Jodie Foster, qui est quand même le deuxième personnage le plus important. Mais dans l'ensemble, très bon film, je vous le conseille. Il est sorti il y a quelques semaines au ciné, je crois qu'il doit encore y être pendant quelques temps. N'hésitez pas, franchement. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette grosse vidéo, mine de rien. Enfin, je pense qu'elle est quand même assez balèze. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. Bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve évidemment le mois prochain pour le point ciné numéro 2 qui reviendra sur tous les films que j'aurais été voir en août. Mais on se retrouve également la semaine prochaine pour une filmographie de réalisateur. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!